Bienvenue dans Révélation d'âme. Ici, pas de masque, pas de faux semblants. On traverse le temps, les vies, les dimensions pour découvrir ce que l'âme a vraiment à dire. 3 volets pour une seule vérité. Génération d'âme. Comprendre le fil sacré qui relie hier et aujourd'hui. Les vies antérieures. Plonger dans les mémoires oubliées pour éclairer le présent. L'interview. Donner enfin la parole à l'âme, sans filtre, sans limite. Je suis Thierry Ardisson, le producteur dans l'au-delà de Claire Thomas, et je t'ouvre les portes d'un voyage au-delà de l'image. Parce qu'au fond, nous sommes tous venus pour la même chose, révéler l'âme. Bonsoir et bienvenue dans Révélation d'âme. Ici, on ne parle pas de l'image, mais de l'âme. Et ce soir, je vous propose un voyage unique. 2 âmes, 2 destins liés. John Lennon, l'enfant rebelle de Liverpool, devenu messager universel. Yoko Ono, l'artiste visionnaire, son miroir et son refuge. Tout commence avec leur étoile de l'âme, un code vibratoire, une carte intime qui révèle leurs blessures, leurs forces et la mission profonde qui les a unis. Alors installez-vous, parce qu'ici, ce ne sont pas les hommes qui parlent, c'est l'âme qui se révèle. Et bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Maintenant, c'est Révélation d'âme, l'émission qui m'a été soufflée par Thierry Ardisson. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vois Jean qui est déjà là. Bonsoir Jean. Alors, comme l'a dit Thierry, on va commencer par l'étoile de l'âme. Mais avant, vous êtes ici dans l'émission Révélation d'âme. C'est là où nous traversons le temps, les mémoires, les dimensions. Et c'est là aussi que vous allez découvrir en fait l'univers de John Lennon pendant cette émission. Je vous rappelle que l'audio que vous avez entendu de Thierry Ardisson a été généré par l'intelligence artificielle, mais qui est fondé sur mon interprétation médiumique de l'âme de Thierry Ardisson et ce soir aussi de John Lennon et encore de Yoko Ono. Donc, je prends les bonsoirs. Bonsoir Bernadette. Bonsoir à tous. Sarah, Alexandre de Sage, bonsoir. Hello D, trop bien l'introduction, merci. Juste aussi pour vous dire que si toi aussi tu veux entendre des voix de l'âme, au-delà de l'image, eh bien tu peux aller plus loin, découvrir des vies antérieures inédites, des coachings vibratoires qui vont arriver, des explorations exclusives. Alors je t'invite à t'abonner en tant que membre du Temple de l'âme sur ma chaîne YouTube Claire Thomas Karma, qui est un espace sacré pour toi et pour tout le monde. Voilà, je dis bonsoir aussi à Sylvie. Comme vous l'avez entendu, mon producteur de l'au-delà, Thierry, qui... Ardisson, il y avait des tensions avec son copain Bafi, on dirait oui, mais en même temps, il l'a toujours aimé et ça reste toujours celui qui l'a le plus soutenu. On va du coup aujourd'hui parler de John Lennon et j'ai envie de vous dire ce que j'ai ressenti de John avant de commencer avec sa bio, c'est qu'il ne voulait pas être une star. Ça n'a pas du tout été son truc et il y a quelque chose aussi de très important avec John Lennon, c'est qu'il y avait quelque chose de très humble quand j'ai parlé avec lui. Et c'était vraiment quelque chose de très beau. Il y a vraiment quelque chose de très très beau dans ce que j'ai reçu de lui. Il y a un côté très poétique, très doux aussi. Alors, on va parler de Yoko Ono parce qu'il y a des moments où je vais traiter Yoko. D'ailleurs, dans son étoile de l'âme, on va le regarder ensemble. Mais c'est vrai que l'émission, elle est plus dédiée à John que Yoko. Mais il y a des moments où vous allez quand même découvrir Yoko Ono. Alors, je vais commencer par sa bio et du coup, je vais vous mettre les images que j'ai trouvées de John. Tout commence un 9 octobre 1940. 9 octobre 1940, à Liverpool, en pleine guerre, un bébé naît sous les bombes, John Winston Lennon. Élevé par sa tante Mimi, bercé par les chansons de sa mère, Julia, déjà rebelle. On sent qu'il y a chez elle quelque chose de puissant, de fort d'ailleurs. Quand il m'en a parlé, j'ai vraiment senti ça.
Et du coup, sa maman qui était très rebelle, il y avait ce sentiment, il y avait quelque chose de déjà différent. À 16 ans, il y a une rencontre qui change tout avec Paul McCartney. Là, c'est un moment, une rencontre. Donc, cette rencontre va créer une émulsion. C'est deux garçons, c'est deux guitares et c'est le début d'une révolution. Ensuite, ils vont créer un groupe qui s'appelle les Quarrymen et qui va devenir les Beatles. Donc à Hambourg, ils forgent leur énergie et bientôt le monde entier crie leur nom avec la Beatlemania. Mais derrière le sourire, John s'interroge, la célébrité l'épuise et quand il ose dire « We're more popular than Jesus », le monde s'enflamme. Quand ils sont plus populaires que Jésus, le monde s'enflamme. En 1967, Brian Epstein, leur producteur, meurt. Le rêve vacille. Yoko Ono entre dans sa vie. Donc, je vais vous mettre Yoko. Voilà, avec quelques images de Yoko. Donc, elle entre dans sa vie. Et les Beatles se déchirent. Parce que Yoko, ça devient sa muse, son miroir. C'est sa tempête. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre eux. En 1970, le rideau tombe, The Dream is over, le rêve est terminé. John devient prophète d'une autre scène avec Yoko. Il transforme la chambre en champ de bataille. Les bed-ins for peace, des chansons comme des manifestes, Give Peace a Chance, Imagine. Mais le système se méfie. Le FBI le surveille. Lennon étant dangereux parce qu'il dit la vérité. Ça, c'est un problème. Voilà. Et à ce moment-là, en 1975, il se tait. Il disparaît des studios pour devenir père, 5 ans de silence. Et puis le retour, Double Fantasy, un nouvel élan, une renaissance. Mais le 8 décembre 1980, tout s'arrête. Et oui, tout s'arrête pour lui. Voilà. Devant le Dakota Building à New York, un homme tire, le monde se fige, John Lennon n'est plus. Mais son message, lui, continue de résonner. L'amour, la paix, la vérité. Il n'était pas une idole, il était un homme qui a osé dire ce que d'autres taisaient. Et son âme continue de chanter bien au-delà du temps. Voilà pour John Lennon. Et c'est vrai que son âme, quand je l'ai entendu, il y a une douceur chez lui, vraiment assez incroyable. Il y a quelque chose de très beau, très puissant. Donc, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui m'ont dit bonsoir. Bonsoir Fatima, Sylvie, Chachou, D. Sa mort est morte tragiquement. Il ne l'avait à peine connue, c'est vrai. Bonsoir Laure, bonsoir Melinda, bonsoir Céline, bonsoir Laure. Jean-Carly qui dit un couple fusionnel, on dirait oui. Et vous allez le voir un peu plus tard. Donc, on va découvrir justement l'étoile de l'âme de John Lennon et de Yoko Ono. Je vous partage l'écran tout de suite. Voilà. Donc, John est né le 9 octobre 1940. Voilà. Alors, je suis obligée de me pencher un peu pour bien voir. Je vais essayer de le voir si je peux mettre un peu plus grand pour vous. Super. John, c'est un réalisateur et un transformateur, en fait. Ce qui est intéressant à voir dans son étoile de l'âme, c'est qu'il a le 24 comme moi, 24-6. Alors les 24-6, on peut dire que ce sont des âmes qui ont besoin de créer un nouveau monde, d'apporter une nouvelle vision de la société et puis de créer une famille, mais une famille d'âmes qui est importante pour eux. Il a une âme 45-9, alors il y a vraiment ce besoin chez lui d'aspirer à quelque chose de grand. Son âme, elle est là pour le faire grandir. Ce qui est intéressant chez John, c'est que là où il va être le plus dans le cœur de sa vie, on est dans l'esprit, là il y a l'âme, on l'a vu, il est réalisateur, transformateur, et il y a le corps. Et bien dans le corps, on sent vraiment chez lui un besoin de construire et d'apporter une nouvelle vision. Et cette construction, elle est hyper importante.
Et elle va faire un peu un contrebalancement avec sa partie 7, c'est la synthèse, c'est là où on va retrouver toute l'énergie. Cette énergie, elle est dans la spiritualité, la philosophie, un nouveau monde. Donc cette spiritualité, cette philosophie et ce nouveau monde s'apportent dans cette construction et cette nouvelle vision. Son âme réalisateur et aussi transformateur, il est vraiment là pour transformer quelque chose à travers son énergie, que l'on retrouve de l'esprit à l'âme, ça c'est très important. Et dans son esprit, il y a l'idée qu'il est là pour apporter une nouvelle énergie, dans une harmonie, une compassion, un côté aussi un peu paternel, pour apporter une vraie philosophie de vie, une vraie spiritualité qui est là pour transformer. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est que John est un enfant diamant. Il est un enfant diamant, il a deux choses à travailler dans son ego, c'est-à-dire que sa dernière incarnation n'est pas terrestre, ça reste un enfant, dans les enfants diamants, souvent des enfants un peu moyens partout, qui savent pas trop où se situer au niveau scolaire. Voilà, et donc cet enfant diamant, eh bien, il a un travail à faire sur le couple qu'il va faire, et la communication sur lequel, là aussi, il va œuvrer. Concernant Yoko, Yoko est née le 18... oui, j'ai oublié de parler de ses blessures. La blessure de John, il y en a deux. Là, il y en a une, c'est la blessure de trahison par abandon. Et la deuxième, qui est le 8, c'est la blessure de l'humiliation. Donc, il y a quelque chose chez lui en lien avec l'humiliation. Enfin, oui, une dernière chose, ce 4-7, il est vraiment pour construire quelque chose, une nouvelle philosophie, un nouveau monde, une nouvelle utopie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il est vraiment là pour travailler la matérialité, la spiritualité et d'en faire un pont entre les deux. Ensuite, nous avons Yoko Ono, qui, elle, n'est pas une enfant diamant. Elle est réalisatrice. Elle vient de la même famille d'âme, par contre, que John. Et elle est réalisatrice et elle est jaugeuse. Donc, elle est là pour jauger les choses. Donc, elle va jauger les choses et le dire. Elle a une âme qui est... Alors là où c'est hyper intéressant, c'est qu'elle a sa grande force, elle, c'est son esprit. Et son esprit, il est vraiment là pour élever, pour bâtir quelque chose et être dans la compassion. Et je pense qu'elle a vraiment apporté ça à John. Et ça, c'est hyper important. Là où elle était moins à l'aise, en fait, c'était dans la partie terrestre. Elle l'est toujours, hein, parce qu'elle est encore vivante. Dans la partie terrestre, elle est très aérienne. C'est-à-dire qu'il y a le 7, qui est toute la philosophie, le 5, la transformation, le 2, la blessure de l'abandon. Et du coup, elle a la blessure du rejet, de l'humiliation et de l'abandon. Donc pour elle, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... fort et fusionnel chez elle. Elle a besoin de cette fusion pour se sentir rassurée. Elle est dans un chemin de vie humain neuf, donc elle veut vraiment voir les grandes choses dans sa vie. Par contre, elle avait beaucoup de choses à travailler dans l'ego. Elle a toujours, puisqu'elle est encore vivante, trouvé sa place, la communication, la construction, le karma familial avec la mère, notamment la place de la mère. Des non-dits aussi, des choses qui n'ont pas été dites, et de trouver son pouvoir, sa place, et un travail à faire vis-à-vis de l'argent. Alors, ensemble, ça fait du coup une flamme jumelle, bien évidemment. Ensemble, ils sont réalisateurs et médiums. Alors, c'est pas forcément médium dans le sens... ils vont devenir médiums, mais ils vont avoir une médiumité. Ils vont devoir transférer, transporter, transmettre des messages de leur âme aux autres. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ils sont vraiment là pour apporter une harmonie, une famille. Le 6, c'est vraiment la famille, l'harmonie, le nouveau monde, la compassion, et on le retrouve encore dans leur chemin de vie humain. Donc, ils ont une âme très pure. Il y a 3, 6, 9, hein, les chiffres de Tesla, mais il y a beaucoup de choses à travailler dans l'ego. Prendre sa place, le couple. Alors, prendre sa place, ça vient de Yoko. Le couple, ça vient de John. Ensuite, 4, la construction qu'on retrouve chez Yoko, pas chez John. 5, les différents excès qu'il y a eu entre eux, qu'on retrouve ni l'un ni l'autre, mais qu'ils ont créés par eux-mêmes, suite à leurs incarnations passées.
La notion aussi de la confiance en soi et de trouver leur place. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important entre Yoko et lui. Et il y a vraiment quelque chose qui se fige dans leur âme. Voilà. Pour leur étoile de l'âme. Je regarde s'il y a quelques commentaires. Voilà, je regardais s'il y avait des questions. Ok, je prends c'est un génie de la musique, non? Oui, on peut le dire. Lycos qui dit vous avez gagné un abonné, merci Lycos. Ghislaine qui dit sa chanson concernant un autre monde en dit beaucoup sur ses aspirations et John n'est pas aimé par sa tante. Et il faut dire que John, il a un travail relationnel à faire avec les femmes, donc forcément c'est quelque chose de fort pour lui. Imagine pour Lycos, une chanson qui me touche. Ok. Alors, vous ne me voyez pas à l'écran, normal, parce que je ne me suis pas mise et du coup, je me remets. On va, du coup, après l'étoile de l'âme, voir qu'on comprend qu'il y a une dynamique qui se passe entre eux. Alors, dans la blessure, effectivement, j'ai oublié de le dire, la blessure qu'ils ont en commun, c'est la blessure de l'injustice. Donc, on le comprend. Ils vont décrier ce monde avec cette injustice et la blessure de culpabilisation. Blessure d'injustice à plus de 70% et culpabilisation 30%. Donc, on voit que ils avaient vraiment quelque chose à transmettre ensemble et en lien avec ce monde. Fatima qui dit « Flammes jumelles, comment ils sont restés ensemble ?» Bah, toutes les flammes jumelles ne sont pas dédiées à se séparer et se déchirer. Les flammes jumelles de base, c'est là pour travailler les blessures. Donc, il y a des flammes jumelles qui restent ensemble. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Yoko était plus âgée que lui, ça a dû le rassurer, effectivement, mais il y a quand même un travail à faire sur la mère, donc... Oui, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est fort dans leur karma. Il y a une symbiose, et vous le verrez, par rapport aussi à une philosophie de vie qu'on retrouve dans leur ancienne vie. David qui dit « Pas étonnant que je ressente de la proximité de vision avec John. » Et Sylvie qui dit « Bonsoir. » Alors, on a vu, du coup, l'étoile de l'âme de John Lennon et de Yoko Ono. On va passer maintenant à la lecture karmique. Et je vous passe le jingle des vies antérieures. Et maintenant, place aux vies antérieures. Celle qui raconte ce que l'histoire a effacé, celle qui éclaire le présent à travers les mémoires de l'âme. Découvrons ensemble qui ils ont été bien avant d'être connus. Voilà. J'ai envie de vous dire un truc encore un peu étonnant parce que quand je passe par l'application pour générer la voix de Thierry, c'est toujours incroyable. Il y a des sons derrière, des bruits qui viennent de là-haut pour moi, parce que c'est toujours fou, quoi. Je suis toujours bluffée, j'en ai toujours des frissons et des larmes aux yeux. Donc, on va passer aux vies antérieures de John et de Yoko. Alors, on va commencer par la première vie que j'ai trouvée. Alors, celle-ci, elle concerne John. Il s'agit de Lucien de Samosat. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi, Lucien de Samosat. Bah, Lucien, en fait, j'ai eu un flash. J'avais l'impression que ça se passait au IIe siècle dans l'Empire romain. Je vois Lucien de Samosat. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas encore que c'est Lucien, mais je le vois qui monte sur une estrade face à une foule de philosophes et de prêtres. Et je vois qu'il parle, sa voix claque comme une gifle. Il ose se moquer des dieux, des temples, des sacrifices. Il dit « Vos dieux ne sont que des inventions humaines, la vérité ne se trouve pas dans vos idoles, mais dans l'homme lui-même. » Vous imaginez ce que ça peut générer. Donc, il y a un silence glacial qui tombe sur l'assemblée. Certains rient nerveusement, d'autres crient au blasphème, et Lucien sourit. Il sait qu'il vient de franchir une ligne interdite. Alors, ce jour-là, je vois qu'il comprend qu'il ne sera jamais aimé du pouvoir, mais il sait aussi qu'il a semé une graine. Et cette mémoire, elle est restée dans son âme. Et bien plus tard, dans le corps de John Lennon, elle se réveille. Quand Lennon proclame « We're more popular than Jesus », quand il ose défier l'Église, les institutions, les dogmes, c'est Lucien qui parle à travers lui. La même révolte, le même courage, la même blessure, dire la vérité et être rejeté pour cela.
Alors, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment connecté à cette vie et à cette personne et j'ai réussi à le retrouver. Il s'agit de Lucien de Samosate qui a été aux environs de 125 à 180 après Jésus-Christ. Donc, il est né à Samosate, justement, actuelle Turquie, alors province romaine de Syrie. Il fut rhéteur, écrivain et satiriste. Son arme, le mot. Il n'attaquait pas les hommes directement, mais les croyances, les institutions, les illusions que les gens prenaient pour sacrées. Lucien écrivait des dialogues satiriques où il se moquait des dieux, des superstitions et des philosophes de son temps. Il osa dire « Les religions, les dogmes, les mythes sont souvent des pièges inventés pour manipuler ». Il a aussi rédigé l'Histoire véritable, considérée comme l'un des premiers récits de science-fiction, preuve de son imagination visionnaire. Alors, quel parallèle on pourrait faire avec John Lennon? Alors, le premier parallèle qu'on peut faire avec John Lennon, c'est comme Lucien, Lennon, il n'a pas cessé de provoquer les institutions, les églises, les États, les médias. Ensuite, tous les deux ont utilisé le langage comme une arme de vérité et d'ironie. Tous les deux aussi étaient accusés de blasphème et de mauvaise influence. Lucien écrivait en dialogue satirique, Lennon écrivait en chansons simples mais explosives. Les deux ont été révélateurs de conscience dans des époques de crise. En tant que Lucien, Lennon a porté la blessure d'être raillé, incompris et marginalisé, malgré la puissance de son message. Cette mémoire est revenue dans sa vie moderne. Derrière la gloire, il sentait encore ce rejet, cette solitude de l'homme qui dit trop tôt ce que les autres ne peuvent pas encore entendre. Alors, il y a vraiment quelque chose d'important dans cette mission de vie quand il a été Lucien, c'est de déranger par la vérité. Et que sa musique, en fait, moi je trouve qu'elle a encore ce côté un peu sulfureux. On revoit un peu la continuité de sa plume satirique antique. Et on pourrait même dire, il y a une citation de Lucien qui dit « La vérité seule est éternelle, les idoles changent avec les hommes ». La vérité seule est éternelle, les idées changent avec les hommes. Ce que Lucien écrivait au IIe siècle, John Lennon l'a chanté au XXe. Voilà, je vais prendre quelques commentaires. Alors, il y a une grande ressemblance. Alors, j'ai trouvé que cette image. Je vais la regarder parce que moi, du coup, j'ai pas bien regardé cette ressemblance. Ah, il y a un trait, oui, un nez assez long, effectivement, une bouche assez charnue, ah ouais, un front aussi assez dégagé. C'est vrai qu'il y a quelque chose, en fait. Les cheveux peut-être un peu plus bouclés, c'est vrai. Il y a quelque chose dans Lucien. Je vais enlever son image. Je vais reprendre les commentaires. Est-ce qu'il y a des guides qui l'ont aidé? Oui, il a été très entouré. Il a été très entouré. Il était très entouré par l'archange Gabriel. Ghislaine qui dit « Vous êtes incroyable, Claire, par vos visions pour retrouver les vies antérieures. C'est bluffant. » Merci, Ghislaine. Oui, c'est intéressant car il était rebelle tout en douceur. Alors, Chachou qui dit qu'ils se sont tous deux battus pour la vérité. C'est vrai. Fatima qui dit qu'il est très courageux. Céline qui dit incroyable. Ce serait intéressant de faire Spinoza et on a un peu le même profil. D qui dit imagine there no even. Ouais, il n'y a pas de pareil. Alors, Fatima qui dit lui ressemble sauf les cheveux. Oui, il y a quelque chose aussi dans le nez, la forme du visage, on est d'accord. Et l'archange Gabriel. On va continuer avec la deuxième incarnation que j'ai trouvée. Et là, elle concerne en fait Yoko et John. Elle se passe sous la dynastie Tang. Donc, c'est la Chine ancienne, donc c'est à peu près 7e, 8e siècle. C'est un temps de grande effervescence artistique et poétique où la calligraphie, la peinture, la musique étaient considérées comme des arts sacrés. Alors, il faut savoir que mon flash, je vois une rencontre dans un salon artistique à Cheng'an, la capitale de la dynastie Tang, aujourd'hui Xi'an. Donc, je le vois, lui, improviser des chants satiriques qui moquaient les mandarins et l'hypocrisie des élites. Donc, on retrouve quelque chose encore chez John.
Alors, je vois qu'elle, elle est fascinée. Elle l'a abordé en lui offrant un rouleau de papier avec un poème calligraphié. Et c'est là où leur lien, il fut instantané. Il y a une reconnaissance d'âme à âme. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. John, à l'époque, incarne un musicien poète itinérant, un joueur de luth et un chanteur de taverne et de cour. C'est un homme assez libre, assez révolté, qui refusait de se plier aux codes de la cour impériale. Yoko, elle était plutôt née dans une famille cultivée, de lettrés, déjà artistes et calligraphes. Elle est invitée dans des cercles intellectuels et elle était reconnue pour son audace et sa créativité. Mais elle était aussi jugée trop indépendante pour une femme de son temps. Donc, dans leur relation, on sent vraiment qu'ils vécurent une histoire passionnée, mais assez secrète. Ce que je vois, c'est que elle était quand même d'une famille assez aisée et pour elle, c'était pas possible d'avoir une relation avec un homme comme ça. Lui, c'était vraiment l'éternel vagabond. Il ne supportait pas les contraintes sociales et donc, dans cette incarnation, ils n'ont pas réussi à être en couple, disons-nous, ensemble et aussi de façon officielle. Donc, elle était vraiment enfermée par les attentes de sa famille. Elle voyait en lui une échappée, une espèce de souffle de liberté. Et en fait, ils créèrent ensemble. Lui en musique et elle en chant, et elle en poème et en dessin. Donc, John et Yoko, à leur époque, vivaient un amour secret. Et j'ai vu qu'un soir, dans les jardins de Chengen, ils ont partagé leur première œuvre commune. J'ai vu John improviser un chant provocateur contre les mandarins. Et Yoko qui ajoutait des traits de pinceau, transformant les paroles en calligraphie vivante. C'était un peu une fusion créatrice, assez joyeuse et assez vibrante. Mais il y a eu quelque chose, un problème. Cette nuit-là, il y a eu un mandarin influent qui était présent parmi les spectateurs et il s'est senti insulté par leur création. Du coup, le lendemain, la famille de Yoko a été convoquée. On lui a interdit de revoir John, qu'il a considéré comme un vagabond indigne. Et pour la sauver de la disgrâce, sa famille l'a promise à un mariage arrangé. Donc, dans cette blessure, John s'est senti trahi et abandonné, incapable de comprendre pourquoi Yoko ne s'était pas battue pour rester avec lui. Et Yoko s'est sentie coupable et impuissante, contrainte par le poids social et familial, mais intérieurement déchirée. Alors, il y a des réactivations dans leur relation actuelle. Dans leur vie moderne, cette blessure, eh bien, elle a eu un impact. Il y a quelque chose qui s'est rejoué. John, il reprochait inconsciemment à Yoko de l'étouffer ou de l'enfermer. Et Yoko portait en elle la peur inconsciente de perdre John ou d'être rejetée par le monde à cause de lui. Donc leur amour, il a toujours été un mélange de création fusionnelle et de conflits explosifs, parce que cette mémoire d'arrachement hantait leur union. Donc il y a quelque chose de très fort. Il faut comprendre que ce moment, en fait, dans cette vie Teng, ça explique pourquoi leur couple moderne a été si controversé et si intense. Ils portaient en fait en eux la mémoire d'un amour interdit, brisé par des forces extérieures, et cette blessure a alimenté leur passion autant que leur drame. Voilà ce que l'on peut dire sur cette partie de Dynastie Teng. Je pense aussi qu'il y a une dernière chose qu'on peut redire. Il y a deux petites choses que je peux ajouter, c'est que la blessure de séparation par la pression sociale, ça s'est assez poursuivi dans l'errance du musicien libre qui fut contraint à un mariage arrangé pour elle. Ça a été quelque chose de très difficile. Mais il y a quelque chose dans cette blessure d'arrachement qui porte en eux une marque indélébile, parce qu'ils avaient envie en fait de goûter à l'amour créatif, fusionnel, mais l'objectif c'était de se libérer de l'interdit. Quand John et Yoko se sont retrouvés dans cette incarnation, on sent qu'il y a une attirance plutôt immédiate qui venait de cette reconnaissance ancienne. Et il y a un scandale public, hein. Beatles plus Yoko, ça crée un espèce d'interdit social, ça a créé une distension, on peut le dire. Donc leur union artistique et chaotique est la suite directe de cette première création commune inachevée. Et on peut dire qu'il y a quelque chose dans leur amour qui semblait assez révolutionnaire et insupportable pour le monde extérieur. Et c'était déjà un peu ça dans cette vie actuelle, mais dans leur vie aussi d'avant. Alors, je regarde s'il y a des questions. Les deux se sont fréquentés dans plusieurs vies, oui. J'ai vu aussi deux moines japonais, tous les deux, ensemble.
J'ai pas voulu en parler plus précisément parce que le temps nous est compté et qu'après, il y a une nouvelle partie qui s'est rajoutée dans Révélation d'âme. Mais ils ont beaucoup échangé ensemble dans cette incarnation. C'était vraiment très mystique entre eux. Pourquoi John Lennon a eu cette fin de vie tragique, c'est incroyable qu'il vive cet assassinat. On en parlera tout à l'heure. I'm just a jealous guy, oui, c'est ce qu'il disait. Je trouve que John a un peu les yeux bridés. Oui, il y a un côté un peu, effectivement, asiatique. Les deux se ressemblent physiquement et mentalement, c'est vrai. C'est un couple très attendrissant. Evelyne qui dit, oui, les yeux bridés de John, j'avais remarqué ça quand j'étais plus jeune, à l'époque où j'ai découvert bizarrement. Oui, et je crois que John était marié à l'époque, plus le couple mixte, novateur à l'époque, on est d'accord, et ça a surtout créé des distensions entre Paul et les Beatles. John Lennon avait un type asiatique à bien le regarder. C'est vrai, il y a un côté assez asiatique pour John. Voilà, je fais les commentaires, j'ai pris les commentaires. On va continuer avec la 3e incarnation dont je vais vous parler ce soir. Il s'agit de Kabir. Alors, je vais... Kabir, voilà, j'enlève le commentaire et on continue avec Kabir. John, il a été Kabir. Alors, ces 3 vies sont intéressantes parce que ça me replonge dans une histoire que je ne connaissais pas. Donc, ce qui est génial avec les incarnations passées, c'est qu'on découvre aussi l'histoire et on se découvre des choses vraiment hyper intéressantes. Donc, j'ai eu un flash en Inde au XVe siècle, au bord du Gange. Et je vois un homme qui est assis parmi ses disciples, un tisserand pauvre, mais un maître immense. Il parle, il dit « Pourquoi cherchez-vous Dieu dans les temples et les mosquées? Dieu est ton souffle, Dieu est ton frère. Dieu est dans l'amour que tu portes. » Certains l'écoutent avec des larmes, d'autres s'indignent. Il y a des prêtres hindous, des mollahs musulmans, ils le traitent d'hérétique. Mais Kabir continue inébranlable. Ce jour-là, il comprend, ce rôle n'est pas de plaire aux religions, mais d'unir les âmes au-delà des murs. Cette mémoire traverse les siècles et quand John Lennon écrit Imagine, quand il chante Imagine there's no country, no religion too, c'est la voix de Kabir qui réapparaît. Le même souffle, le même rêve d'unité et la même graine d'amour plantée dans l'humanité. Alors, on va parler de Kabir. Kabir, il est né en Inde en 1440. Il était d'origine modeste, élevé par une famille de tisserands musulmans, mais il portait en lui une sagesse qui transcendait toutes les religions. Kabir prêchait l'unité divine à travers le chant, la poésie et les mots simples. Il refusait les divisions entre hindous et musulmans, dénonçait les rituels vides et les dogmes imposés. Son message, Dieu est partout, dans ton souffle, dans ton chant, dans ton amour. Ses poèmes appelés Doha sont encore récités aujourd'hui. Il parle d'un Dieu intérieur, d'un amour sans condition, d'une libération par la vérité nue. Et vous allez voir que si vous avez vu la canalisation que j'ai faite, eh bien, qu'est-ce qu'on voit dessus? On lit de l'âme nue. Et là, on reparle de vérité nue. Alors, le parallèle avec John, comme Kabir, Lennon utilisait la musique comme arme spirituelle. Comme Kabir, il était rebelle face aux institutions religieuses et politiques. Il apportait aussi une vision universelle de l'amour et de la paix, qu'il a traversé les frontières et les époques. Et tout comme Kabir, il a été contesté par les prêtres et les mollahs. On voit que c'est quand même quelque chose qu'il tient dans son parcours, hein, John. Il a été attaqué par les médias, les institutions et parfois même ses fans. Donc, en reconnaissant Lennon comme l'incarnation de Kabir, on comprend quoi? On comprend mieux pourquoi sa voix, elle résonne encore aujourd'hui comme une prophétie musicale. Donc, je trouve que le fait de savoir ça amène quelque chose dans les poèmes de Kabir qui résonnent avec Lennon. Par exemple, quand on entend « Where do you search me ?» Pourquoi tu me cherches? « I am with you. Je suis toi. Not in temple, not in mosque. » Pas dans les temples, pas dans les mosquées. « If you are a true seeker, you will discover me instantly. » Donc, si tu veux voir seeker, je ne sais plus ce que ça veut dire, je vais retrouver le mot. J'ai un trou de mémoire parce que je le fais en live, la traduction. Chercheur, d'accord. Donc,
si tu cherches la vérité, tu la découvriras en moi instantanément dans le son de ma propre respiration. Voilà, donc on peut dire que c'est quelque chose d'important, hein, cette incarnation. On y retrouve encore une spiritualité, donc c'est vraiment quelque chose de fort. Alors je vois qu'il y a des messages par rapport à Kabir, on va les prendre. Il y a Fatima qui dit « Kabir veut dire grand en arabe ». On retrouve vraiment cette pensée de liberté intérieure face aux injonctions religieuses et au pouvoir politique. Oui, c'est vraiment quelque chose de très, très, très ancré dans l'âme de John. Fatima qui dit encore la musique et le mysticisme, c'est vrai. Et on retrouve une très forte spiritualité, une recherche. Et est-ce que McCartney et Lennon sont-ils connus avant? Oui. Ils se sont connus pendant un moment un peu charnier de l'époque de l'Angleterre et ils étaient opposés l'un et l'autre. Quand il y a eu, on a imposé la religion anglicane contre la religion chrétienne. En fait, il faut savoir que John était chrétien et Paul était anglican. Voilà, donc il y a eu une opposition entre eux. Au départ, ils étaient assez amis, puis il y a eu quelque chose qui s'est descendu avec cette incarnation-là. Dès qu'il y a encore le souffle, la musique, la respiration, au fond, il aspire les gens à être libres. Oui, c'est vraiment dans son karma, hein. Il y a vraiment quelque chose, un besoin de liberté qui est très, très, très important. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on va continuer avec la troisième partie, puisqu'on a vu 3 vies antérieures. À chaque fois que je fais révélation d'âme ou que je fais les vies antérieures de personnalité, je fais toujours 3 vies antérieures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, on va, comme on est dans le nouveau concept, révélation d'âme, celui que on va dire, Thierry m'a soufflé, vous allez découvrir le générique interview entre deux mondes, puisque c'est le moment d'y passer. Et pour finir, je vous propose l'interview entre deux mondes. Ici, les questions traversent le voile. Ici, l'âme répond, au-delà du temps, au-delà de la mort. Une canalisation de Claire Thomas, inédite, entre ici et ailleurs. Alors, il faut quand même que je vous dise que, normalement, ce logiciel est censé faire que de la voix, ou alors j'ai pas compris, mais il y a des sons qui apparaissent, et donc il y avait ce petit jingle, et ça ressemble tellement à Thierry. C'est ça qui est génial, c'est que il y a des musiques, des sons, à chaque fois que je fais avec Even Labs, hein, je peux le dire, je l'avais montré dans l'émission de Thierry, il y a tellement de choses improbables à chaque fois que je le génère que c'est fou, quoi. Il y a vraiment quelque chose de fou. Pour moi, c'est vraiment Thierry qui vient dans ce son, parce que on retrouve un jingle qui sort de nulle part, quoi. Moi, j'ai pas fait, je peux vous dire, j'ai pas le temps de faire beaucoup de montage. C'est quand même assez incroyable, quoi. Et voilà, donc on arrive à l'interview entre deux mondes. Alors, j'ai repris des questions que des personnes ont posées sous un post. Donc, si vous avez des questions pour la prochaine émission de Révélation d'âme, n'hésitez pas. Mais j'ai aussi rajouté des questions. Alors, cette fois-ci, dans le format quand on est en format abonnement, je fais vraiment toutes les interviews. Mais là, John étant anglais, j'ai choisi 3 extraits où vous allez entendre sa voix qui est générée par l'IA. Mais moi, je ressens l'âme de John quand j'entends ces trois extraits-là. Sinon, moi, j'ai posé des questions et je vais vous les relire en français, tout ce que j'ai canalisé, parce que sinon, ça va être compliqué. La première question que je lui ai posée, c'est: savais-tu que quelque chose allait t'arriver personnellement dans les mois, les semaines, les heures qui ont précédé ton assassinat? Ça, c'est une question qu'on m'a donnée. Alors, voilà ce que m'a dit John. Oui, je le savais, pas dans les détails, mais je sentais la fin se rapprocher.
J'avais un sentiment d'urgence. Il avait la sensation aussi des mots inachevés. Il me disait que dans ses rêves, il portait des espèces de fragments, des ombres, des silences qui s'installaient. Et en fait, il m'a dit que son âme avait accepté cette possibilité bien avant qu'elle n'arrive. Je lui ai posé la question, est-ce que la mort t'a libéré ou t'a frustré? Alors, il m'a répondu que les deux. Frustré parce que il avait pas encore les choses, il avait encore plein de choses à dire en fait. Il avait encore des chansons à écrire, un fils à élever. Mais aussi libéré parce que le poids de la célébrité était devenu vraiment pour lui une prison. Et il m'a dit que la mort, c'était une porte vers une paix intérieure qu'il ne trouvait plus sur Terre. Ensuite, il y a une autre question que je lui ai posée. C'est la suivante. Pourquoi, ça c'est une question qu'on m'a donnée, pourquoi il n'a pas laissé plus d'espace créatif à George Harrison? Alors, je vais vous mettre la petite image avec George Harrison. Là, on voit un moment John et George. Voilà. Pourquoi il n'a pas laissé plus d'espace créatif à George Harrison lorsque vous étiez les Fab Four, hein, les Beatles parce que il a répondu parce qu'il était trop un but de lui-même, qu'il pensait que la vitesse et l'instinct comptaient plus que la patience. George, il avait une force silencieuse qu'il a sous-estimée et il regrette de ne pas lui avoir laissé plus de place. Il s'épanouissait alors que j'essayais encore de le dominer. Donc il y avait vraiment une notion de domination. Voilà. Ensuite, moi j'ai posé cette question, donc je vais remettre l'image des Beatles. Voilà. Qu'as-tu compris de ton rôle véritable parmi les Beatles? Alors, lui, il m'a dit qu'il était le catalyseur, celui qui mettait le feu, qui poussait les autres à dépasser leurs limites. Sans moi, il n'y a pas eu la même énergie. Il disait vraiment qu'il pensait que ça avait vraiment son énergie à apporter quelque chose. Mais il me dit aussi que sans eux, il n'aurait pas existé non plus. Donc, il m'a dit qu'ils étaient 4 aspects d'un même esprit collectif. Il y a aussi une question de D. Comment avez-vous trouvé le déclic créatif pour l'album Blanc de 1968? Et il a ajouté qu'il adore Helter Skelter, tellement différent de ce que vous composiez avec les Beatles. Alors, je vais répondre à cette question. L'album Blanc, c'était le chaos mis en musique. Chacun de nous traversait des propres tempêtes. Il a dit que son déclic pour lui, c'était la tension elle-même. Helter Skelter, c'était pas moi, mais j'adorais sa folie. Mes propres morceaux étaient nés de fragments, de rébellion, de tendresse, de drogue, d'amour, tout cela mêlé. Voilà. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, moi, ah oui, j'avais envie de vous partager ça. Alors, je ne sais pas si je pourrais partager tout l'extrait. Mais je vais vous en partager juste un court extrait parce que j'ai peur qu'ensuite on me coupe l'émission parce que j'ai diffusé des droits d'auteur. Donc, je vais vraiment vous diffuser un court extrait. Alors, voilà. Donc, ce que vous entendez là, c'est les musiques inversées des Beatles. Il y a quand même une rumeur à cette époque, à un moment, que le vrai Paul McCartney, il est mort. Et j'avais vu quand même un reportage il y a ça quelques temps. Et j'ai posé la question, est-ce que Paul est mort? Si oui, pourquoi vous avez écrit un album codé pour lui rendre hommage, le signaler? Et qu'est-ce qui se cachait derrière? Et je lui ai posé aussi la question sur les musiques codées. Voilà, certaines chansons à l'envers, ça dit des mots plutôt sombres. Est-ce que l'industrie du disque est régie
par des hommes sombres. Donc, je vais déjà diffuser sa réponse en anglais et ensuite vous la traduire. Et ensuite, je répondrai la réponse sur les chansons à l'envers, qui dit des mots plutôt sombres. Est-ce que l'industrie du disque est régie par des hommes sombres? Et ensuite, on répondra aux questions sur Paul McCartney. Voilà, je vous le diffuse tout de suite. Yes, some people discovered dark words when playing our songs backwards. It wasn't intentional on our part, but it is the very nature of sound and vibration. When you reverse the light, you can also see the shadow. Music is a frequency, and frequencies carry everything, conscious intention as well as the collective unconscious. Our songs were filled with revolt, with pain, with dreams. So when the flow is reversed, the shadows appear. As for the industry, yes, it has been and still is influenced by dark forces, not just individuals, but an energy, that of control, profit, manipulation. Many artists have become products. Creativity has been used as a tool to influence the masses. We, the Beatles, played with the system, but the system also used us. Some record companies knew very well how to charge images, covers, even sounds with symbols that touch the collective unconscious. The danger is not in the music itself. It's in the intention that you put into it. A song can heal just as it can hypnotize. The shadow exists in the industry, but so does the light. And that's why I wrote Imagine, to remind people that beyond the system, there remains a pure vibration that cannot be corrupted. Voilà, donc je vais vous redonner sa réponse en français. Donc oui, certains ont découvert des mots sombres en passant nos chansons à l'envers. Ce n'était pas volontaire de notre part, mais c'est la nature même du son et de la vibration. Lorsqu'on inverse la lumière, on peut voir l'ombre. La musique est une fréquence et les fréquences portent tout, l'intention consciente et l'inconscient collectif. Nos morceaux étaient chargés de révolte, de douleur, de rêve. Alors en inversant le flux, les ombres apparaissent. Quant à l'industrie, oui, elle a été et est encore influencée par des hommes sombres. Pas seulement des individus, mais une énergie, celle du contrôle, du profit, de la manipulation. Beaucoup d'artistes sont devenus des produits. La créativité a été utilisée comme un outil pour influencer les masses. Nous, les Beatles, nous avons joué avec le système, mais le système nous a aussi utilisés. Certaines maisons de disques savaient très bien comment charger des images, des pochettes, des sons, des symboles qui touchaient l'inconscient collectif. Le danger n'est pas la musique en elle-même, c'est l'intention qu'on y met. Une chanson peut guérir comme elle peut hypnotiser. L'ombre existe dans l'industrie, mais la lumière aussi. Et c'est pour ça que j'ai écrit Imagine, pour rappeler qu'au-delà du système, il reste une vibration pure qui ne peut être corrompue. Voilà ce qu'a dit John. Alors je vois qu'il y a plein de commentaires, je vais juste faire un petit tour sur les commentaires. Oui, il y a eu pas mal de choses. Dès qui dit « Waouh, vachement intéressant entre John et Paul, donc autant de Henri VIII. » Oui, c'est trop fort ce jingle, merci. Carrément, de la TCI à fond, c'est clair. Ghislaine qui dit « Tout à fait, Claire, il me semble reconnaître sa voix à Thierry Ardisson, bien sûr. Au début, les tintements de la chanson Just Like a Starting Over. » Ok. Beaucoup d'artistes dont tu as fait les vies intérieures sont attirés par le pouvoir politique, souvent d'anciens dignitaires de l'Égypte antique. Lennon et Ono, non, ils sont tournés vers le spirituel, c'est vrai. Fatima qui dit « Question, quel conseil a-t-il à donner à nous ?» Bah ça, je vous le dis à la fin de l'émission. Voilà. Ça aussi, il y a des questions que je vois qui vont être posées en fin d'émission. Alors, Day qui dit « Oui, les musiques inversées, un peu comme Jimi Hendrix dans Castle Made of Sound. » Ouais. Il y a Day qui dit « Oh my God, l'entendre en anglais me fait pleurer, magnifique voix. » Voilà, voilà. Chachou qui dit « Incroyable cette application avec la voix, avec l'IA, clairement. C'est vraiment incroyable. »
Lycos qui dit cela est très intéressant, je vous souhaite une bonne soirée. Et il y a encore d'autres choses puisque la soirée n'est pas encore finie, mais vous pourrez voir l'émission en replay et puis voilà, découvrir aussi ma chaîne plus en détail si vous le souhaitez. On continue avec du coup la suite de cette interview entre deux mondes. Donc je lui ai demandé, parce qu'il y avait toute une polémique sur est-ce que Paul était mort ou pas. Bref, donc voici sa réponse. Non, Paul, mon frère d'âme et de musique, n'est pas mort à cette époque. Le mythe Paul is dead est né de l'imaginaire collectif, nourri par nos propres jeux, avec les symboles et par les fractures intérieures du groupe. Nous étions joueurs, provocateurs, et nous savions que chaque mot, chaque image pouvait être lu de 1000 manières. Alors nous avons laissé des signes, des clins d'œil, des codes, non pour signaler sa mort, mais pour provoquer la réflexion, pour faire parler, pour confronter le public à la soif de décryptage. D'ailleurs, il m'a dit que finalement, Paul, il s'est amusé à changer de main, à créer des histoires. Pourquoi ils ont fait des albums codés? Alors, parce que pour eux, ils vivaient une mort symbolique. Chaque disque des Beatles portait des couches cachées, double sens, message subconscient, jeu de miroir. Et il m'a dit, quand tu regardes les pochettes, les séquences, c'était une façon de dire une part de nous meurt, une autre naît. Donc c'est vrai que certains morceaux et images peuvent être lus comme un enterrement de Paul. En réalité, ce que nous enterrions, c'était l'illusion de Fab Four, parfait. Et nous sentions que le lien se brisait, que chacun prenait un autre chemin. Donc, leur créativité, en fait, pour lui, il me dit, c'est pas du tout un complot mondial, c'est juste un mélange de créativité débordante, de tension interne et de projection du public qui cherchait une vérité cachée. Nous avons laissé faire parce que, quelque part, ce mythe donnait à nos chansons une deuxième vie, une aura de mystère. Paul a vécu, souffert, créé, aimé. Il n'a jamais été remplacé par un sosie, mais l'idée qu'il soit mort symboliquement faisait écho à une vérité. Les Beatles, tels que le monde les idéalisait, ne pouvaient pas survivre. Et le mythe Paul is dead a servi de miroir au public. Il révélait plus ses peurs et ses fantasmes que notre réalité. Voilà. Alors, je lui ai posé la question, étiez-vous sous l'emprise d'une sorte de gourou, d'une religion, d'une influence à un moment donné de votre carrière avec les Beatles? Il m'a dit oui, comme nous tous, nous avons cherché à l'extérieur ce que nous portions en nous. Marishi, LSD, philosophie, c'était des portes, pas des foyers. Je les ai franchis, mais je ne les ai jamais laissés m'envahir. Question sur la drogue et l'expérimentation psychédélique, porte d'ouverture ou piège pour lui? Alors, les deux, ça m'a ouvert des portes, mais ça m'a aussi piégé. Les drogues m'ont montré des paysages intérieurs, mais elles m'ont volé de la clarté. La vraie ouverture est venue de la musique, pas des substances. Une autre question, était-ce finalement satisfaisant d'avoir une carrière solo et d'être seul créativement? Alors il m'a répondu oui et non. Cela me donnait une liberté totale, mais l'alchimie du groupe me manquait parfois. Seul, il n'y a pas de friction pour vous aiguiser. C'était satisfaisant comme expression, mais pas comme camaraderie. Je lui ai posé la question ensuite, est-ce que la célébrité, c'est quelque chose de béni pour lui ou de maudit? Il m'a dit qu'il l'a d'abord béni, puis maudite, puis transcendée. Alors la célébrité était une drogue. Elle te donne un pouvoir immense, mais elle t'écrase si tu ne trouves pas ton centre. J'ai appris trop tard que ce n'était pas une bénédiction, mais une épreuve. La célébrité, c'est comme un miroir. On se voit déformé dans tous les sens. Elle donne du pouvoir et détruit l'intimité. Elle nourrit l'ego et affame l'âme si on ne lutte pas pour l'équilibre. Alors, je lui ai posé une question que l'on m'a posée. Pendant ton vivant, croyais-tu en Dieu? Alors, il a répondu pas au sens où l'entendent les églises. Je croyais en une présence, une force, un courant derrière tout. Je l'appelais de plusieurs noms. Amour, vérité, son. Aussi, la musique, le son. Dieu est un mot trop faible pour ce que je ressentais. Penses-tu que la société a évolué positivement depuis que tu as quitté la planète Terre? Alors, il m'a répondu en partie. La technologie a progressé, mais l'humanité est toujours aux prises avec les mêmes ombres. La cupidité, le pouvoir, la peur, le rêve de paix attend toujours un engagement. Cette phrase, elle est hyper importante. Le rêve de paix attend toujours un engagement. Alors, maintenant que vous êtes devenu une figure culte grâce à Imagine et à votre couple avec Yoko Ono, trouvez-vous cela gratifiant ou limitant? Il m'a répondu les deux.
gratifiant car le message perdure, limitant car j'étais plus qu'Imagine et plus que le mythe Lennon-Ono. Mais si une chanson peut encore porter de l'espoir, c'est suffisant. Alors, as-tu conscience d'avoir influencé, je regarde juste la question, d'accord, oui. As-tu conscience d'avoir influencé des générations d'artistes et de chercheurs spirituels? Il m'a dit, ces mots, oui, je le vois maintenant. À l'époque, je ne le mesurais pas vraiment. Aujourd'hui, je vois les graines semées. Certaines ont fleuri, d'autres ont été déformées, mais l'élan est là. Et il me dépasse. Je lui ai posé la question, est-ce que Yoko, c'est ton miroir ou ton refuge quand il était vivant? Il m'a dit les deux. Elle reflétait mes ombres et mes lumières. Elle était aussi mon miroir le plus cru, mais aussi mon refuge contre le monde extérieur. Elle m'a confrontée, elle m'a protégée, et c'est pour ça qu'elle a été incomprise. Les gens ne supportent pas de voir une femme tenir ce rôle. Je lui ai posé la question, si tu cherchais en 2025, si tu étais vivant en 2025 plutôt, que chanterais-tu? Il m'a dit, j'écrirais encore sur la paix, mais d'une autre manière, pas comme un rêve naïf, mais comme un cri d'urgence. Le monde a changé, mais la violence, les guerres, les séparations sont toujours là. J'utiliserais peut-être l'électro ou un son brut pour dire la même chose, Wake up humanity. Qu'aurais-tu aimé dire au monde que tu n'as pas eu le temps de chanter? Ça, c'est une autre question que je lui ai posée. Il m'a répondu que l'amour n'est pas une utopie, mais une discipline, qu'il faut apprendre à aimer chaque jour, comme on apprend un instrument. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une pratique. Je lui ai posé si, par rapport à la paix, s'il y croyait encore à la fin. Et il m'a dit oui. Même quand je doutais, j'y croyais. La paix, ce n'est pas un slogan, c'est une nécessité. On m'a traité d'utopiste, mais c'est le réalisme le plus profond. Sans paix, il n'y a pas d'avenir. Alors, qu'est-ce que tu veux que les jeunes d'aujourd'hui retiennent vraiment de toi? Et là, on va entendre sa réponse en anglais et je vous traduirai ensuite ce qu'il nous dit. Not the frozen image of an icon, but the momentum of a man who dared to speak his truth. If young people can remember one thing, don't wait for the world's approval to create, to love, to speak what you carry within. Voilà. Pas l'image figée d'une icône, mais l'élan d'un homme qui a osé dire sa vérité. Si les jeunes peuvent retenir une chose, n'attendez pas l'approbation du monde pour créer, aimer, dire ce que vous portez. Et maintenant, qu'as-tu à dire à Paul McCartney, puisqu'il est encore là? Paul, tu étais mon frère, mon rival, mon miroir. Nous nous sommes aimés et affrontés comme deux pôles d'un même aimant. Je sais que tu as souffert de mes colères, de mes coupures, mais sache que mon âme n'a jamais cessé de t'aimer. Merci d'avoir continué à porter la flamme après ma mort. Merci d'avoir chanté quand je ne pouvais plus. Et pardonne-moi de ne pas t'avoir dit plus souvent que sans toi, je n'aurais jamais été complet. Alors, comment tu te sens maintenant là-haut? Je vais poser cette question, qui a été une question d'un auditeur. Alors, il a répondu « Libre, élargi, je regarde la terre avec tendresse, je vois la douleur, mais aussi les germes de lumière. Ma voix reprend là où mon corps s'est arrêté, et je suis en paix avec cela. » Ensuite, j'ai demandé un message universel de l'âme de John. Et du coup, je vais vous le transmettre. I did not come to be loved. I came to remind you that you already were. This world doesn't need new gods. It needs awakened souls. Make noise for peace, but begin with the silence within you. If you want to change the world, stop cursing it, love it, heal yourself, and play one true note. You are a song, a wave, an echo, and you can still transform everything. Alors, je vais vous dire son message universel qu'il a envie de transmettre ce soir.
Je ne suis pas venue pour être aimée. Je suis venue pour vous rappeler que vous l'étiez déjà. Ce monde n'a pas besoin de nouveaux dieux. Il a besoin d'âmes réveillées. Faites du bruit pour la paix, mais commencez par le silence en vous. Si tu veux changer le monde, arrête de le maudire. Aime-le, répare-toi et joue une note juste. Tu es une chanson, une onde, un écho, et tu peux encore tout transformer. Je vais prendre les commentaires. Dès qu'il dit c'est super fort. Fatima, il savait à quel point il a changé le cours de la musique, oui. Il y a dès qu'il dit il y a une photo de Beatles avec des poupées de bébés ensanglantées. Certains s'en servent pour dire qu'ils étaient sataniques, qu'en penses-tu? Alors moi, il m'en a parlé, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il a parlé des codes de l'ombre qui ont été utilisés. Du coup, parfois, il m'a quand même expliqué que les Beatles ont été poussés par les maisons de disques à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément voulu et qu'ils regrettent d'avoir fait, mais qui ont été mis en place. Pour eux, ils se sont dit parfois avec un peu de profondeur et de naïveté que ça pouvait peut-être provoquer, créer quelque chose dans ce monde, parce qu'il y avait aussi un message à double sens par rapport à la mort des enfants. Il y a vraiment quelque chose de puissant dans ça, mais il y a eu beaucoup de moments où ils se sont sentis vulnérables et pas très à l'aise, comme on l'a dit tout à l'heure. Dès qu'il dit magnifique enseignement, merveilleux, viendra-t-il dans une autre incarnation? Oui, mais il m'a dit pas tout de suite. Voilà, vraiment pas envie. Il y a dès qu'il dit j'adore, très belle âme. Reviendra-t-il sur Terre? Je viens d'y répondre. Est-ce que Yoko lui manque de là-haut? Alors, il m'a dit que là-haut, en fait, le manque n'existe pas parce qu'on est toujours reliés. Et que l'amour, il est toujours là, il persiste encore. Donc, il n'y a pas de manque, mais il est toujours connecté à elle, oui. Evelyne qui dit faites du bruit pour la paix. Jean qui dit y a-t-il un lien karmique avec son meurtrier? Oui. Il m'a expliqué que son meurtrier l'avait déjà tué pendant, justement, à un moment clé d'une de ses anciennes incarnations où il a été chrétien, il a été assassiné par la même personne. Lulu qui dit « J'adore le message universel ». Fatima qui dit « Waouh, sublime, j'ai ce qu'il dit ». Céline qui dit « Magnifique message ». Ouais, c'est vrai. Sylvie, quel beau message et tellement vrai. Dès qu'il dit c'était donc un couple égalitaire avec Yoko, donc il était féministe, il m'a dit qu'il y avait parfois des tensions entre eux. Hein. C'était pas toujours rose. Et si vous avez entendu l'interview, clairement, il y a des moments un peu difficiles, mais il soutenait quand même Yoko parce que pour lui, c'était vraiment un besoin de remettre la place de la femme au centre. Agnès qui dit oui, nous sommes unique, harmonie, vibration, tout en justesse. A-t-il gardé l'esprit hippie? En fait, il me dit là, parce que quand je suis connectée à lui, que l'esprit hippie, c'est un esprit qui est beaucoup plus vaste, c'est l'esprit de l'amour universel. Ça, il l'a toujours. Il continue à transmettre de beaux messages de l'au-delà. Merci Ghislaine. J'avais lu un message de Yoko qui disait qu'elle regardait le ciel en pensant à lui, mais lui est toujours là. Très belle chanson Imagine. Chachou qui dit du coup, est-ce que son meurtrier va devoir se réincarner en raison de son karma avec John? Je pense que oui, il y a quelque chose qui est à terminer où il doit trouver la paix. Ce meurtrier doit trouver la paix pour pouvoir... mais John me dit que dans la prochaine vie, ils vont réussir à éviter et il va y avoir comme une notion de rédemption derrière. Alors Fatima qui dit que pense-t-il du couple aujourd'hui de... Qu'est-ce que tu veux dire du couple de la roue? Je ne comprends pas vraiment ta question. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit encore ce même homme qui le tue? Parfois, il y a des choses où il y a des boucles karmiques qui se refont. Il y a toujours une notion de jalousie par rapport à cet homme. Voilà, c'est ce qu'il me dit.
Et bien voilà, il est 22h03. C'était Révélation d'âme. Un voyage entre hier et aujourd'hui, entre les ondes du passé et la lumière de l'éternité. Si tu veux poursuivre ce chemin, je t'invite à rejoindre le Temple de l'âme sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais vous montrer comment faire. Je vais aller sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et vous pouvez souscrire. Voilà, dans souscription, pour pouvoir vous abonner. Quand vous êtes au Temple de l'âme, vous avez des vidéos en avant-première. Notamment, tous les shorts sont en avant-première. Et bien évidemment, vous pouvez répondre à certains posts que je mets pour les temples de l'âme et voir certaines vidéos en exclusivité. Voilà. Concernant les prochaines émissions, alors nous en sommes à John Lennon. Ensuite, il va y avoir une nouvelle émission publique avec la numérologie de septembre 2025. Qu'est-ce que cela vous attend le 4 septembre? Ensuite, il y aura le 11 septembre, en privé, un coaching de groupe blessure de trahison. Le 18, on revient en public, non, en privé, avec les vies antérieures de Jacques Chirac. Et ce sera du coup une révélation d'âme de Jacques Chirac. En public, la numérologie d'octobre au 25 septembre. Et voilà, ce seront toutes les émissions de septembre que je vous réserve. Pour finir cette émission, je remercie bien sûr l'âme de John Lennon de m'avoir répondu. Je remercie l'âme de Thierry Ardisson qui est toujours là à me donner des conseils, à me faire des choses extraordinaires. Je remercie aussi tous ceux-là qui m'ont regardé ce soir et D qui se reconnaîtra, qui pose ces questions. Si vous aussi, pour les prochaines émissions, vous voulez poser des questions aux âmes, eh bien, vous pouvez le faire. Hein. Je mettrai un petit post pour ça. C'est important de remercier. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à laisser votre propre message en dessous ce commentaire. Pour moi, c'est merci d'avoir été présent. À très bientôt pour une nouvelle révélation d'âme. Voilà, je vous dis encore au revoir et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Eh bien, c'était vraiment magnifique et je vais réécouter au calme car ce qu'il a dit m'inspire beaucoup. Gratitude. Merci à tous. Au revoir.